La réalité médicale périnatale de ces tout petits décédés, eh bien, vient d'abord la mort du tout petit, peut survenir soit avant sa naissance, et on va parler de la mort in utero, c'est l'exception de l'exception, et soit après sa naissance, et on parle alors d'une mort néonatale. Le mot fœtus s'utilise dans le langage médical pour désigner l'enfant à naître, vivant ou mort. Mais après la naissance, on ne dira jamais d'un fœtus qu'il est beau et qu'il bouge bien. Hein, vous comprenez qu'on change de vocabulaire. Donc le mot fœtus s'utilise aussi pour le fœtus décédé qui est né, mort et qui reste mort. Donc on dira le corps d'un fœtus décédé. En langage juridique, le mot fœtus n'existe pas. On utilise les termes d'embryon ou d'enfant. La mort du nouveau-né avant ou après sa naissance peut être spontanée ou provoquée ou consentie. La mort provoquée, c'est toute la loi Veil en obstétrique. Hein. On ne parle pas de mort provoquée en néonate maintenant. C'est la mort provoquée en obstétrique, c'est l'interruption volontaire de grossesse d'indication médicale qui est réglée d'un point de vue éthique par ce que l'on appelle maintenant les CPDPN, c'est-à-dire les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. En néonatologie, ça va être les morts consenties depuis la loi Leonetti de 2005, c'est-à-dire qu'on va s'abstenir de mettre en place ou on va arrêter les soins de support vital, l'AREA, autrement dit. La mort périnatale est une mort particulière puisqu'elle est annoncée en établissement de santé, elle survient à l'hôpital et on va s'occuper du corps de ce tout petit avant de le mettre dans son cercueil. Hein, donc avant le cercueil, et on va donc avoir, tout le personnel soignant va être confronté à ce corps du tout petit. Il ne va jamais rentrer chez lui à visage découvert. Hein, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on n'a pas le temps, et puisque la mère est hospitalisée en même temps. Hein, le père est là, donc c'est tout à fait une mort tout à fait particulière. En ce qui concerne les médecins et les sages-femmes, puisqu'ils font partie de la communauté médicale, eh bien, ce qu'on considère comme une naissance, un enfant, et un accouchement, une naissance et un enfant, c'est le terme de l'OMS de 4 mois et demi de grossesse, 22 semaines d'aménorrhée, d'absence de règles, ou 500 grammes à la naissance. À partir de ce terme-là, et c'est toujours le même, on parlera d'un accouchement et d'une naissance, et c'est important dans nos hôpitaux, puisqu'à chaque fois, on va entraîner la Sécu-Soc va nous verser un accouchement à partir de 22 semaines. Avant, elle ne nous versera pas. Hein, ce qui est le prix d'un accouchement. Donc c'est important. Et à moins de 22 et moins de 500 grammes, on va parler de fausse couche et du produit de la fausse couche, embryon ou fœtus. Alors la réalité juridique, elle est très compliquée. Je vais aller à l'essentiel parce que sinon j'y suis encore demain. L'enfant qui est né vivant et viable, il faut bien comprendre que ces enfants possèdent un acte de naissance qui est le même que celui qu'on a nous, mais qui est de l'ordre de l'article 79.1 du Code civil et non pas l'article 55 comme nous. Hein. C'est-à-dire que ces enfants étaient déjà décédés au moment où on est allé déclarer leur naissance, donc il leur faut un petit papier supplémentaire. Mais au total, ils auront le même, ils auront l'acte de naissance. Et comme ils sont décédés, eh bien, ils ont un acte de décès. Pour l'enfant né vivant et non viable, ça vient de la loi de janvier 93, eh bien, on va avoir en pointillé, on peut avoir un acte d'enfant sans vie. Et c'est là où tout change. Et donc, voilà pour les enfants nés morts ou nés sans vie, ou nés vivants et non viables, c'est très compliqué. Ce que je vous propose, je l'ai mis, mais je ne vais pas le détailler parce que j'ai encore besoin de trop de temps. Alors, l'essentiel est de voir que né sans vie à gauche, eh bien, ça peut donner un acte d'enfant sans vie, soit un acte d'enfant mort-né ou un acte d'enfant déclaré sans vie, tout ça c'est la même chose. Mais entre les deux, on passe par CMA, c'est-à-dire certificat médical d'accouchement, qui n'est pas un vrai certificat médical d'accouchement, hein, qui est un uniquement pour l'état civil, et que entre certificat médical d'accouchement et acte d'enfant sans vie, il y a demande des parents. Et donc c'est le seul acte d'état civil qui passe par la volonté des parents. C'est-à-dire, si les parents le décident ou le veulent, il y aura un acte pour leur enfant. S'ils ne le veulent pas, il n'y en aura pas. Et ça peut se faire au sortir de la maternité. Donc ça, les soignants ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est s'ils ont donné un CMA ou s'ils n'en ont pas donné. Et c'est compliqué. Par qui est délivré le certificat médical d'accouchement? Un médecin ou une sage-femme qui fait des faux. FAUX. Puisqu'il faut qu'il y ait réalité d'un accouchement. Pour nous, c'est 22 semaines ou 500 grammes, mais depuis 2008,
arrêt de la Cour de cassation, puis décret ministériel, eh bien, c'est plus lié à la gestationnelle. Il faut simplement qu'on recueille un corps formé et sexué. Alors, quand on n'aura pas de CMA, et bien quand ce sont des IVG, et c'est normal puisqu'il n'y a pas de corps formé ni sexué, puisque c'est un curetage aspiratif, ou quand on a, là c'est la circulaire qui le dit, et c'est pas précis du tout, c'est quand on a affaire à ce que l'on appelle les fausses couches spontanées précoces, les issues spontanées précoces. Remarquez bien qu'on a dit issues spontanées précoces, c'est-à-dire celles survenant en principe avant la 15e semaine d'aménorrhée, ou dans le premier trimestre de la grossesse. Mais ce sont que les spontanées. Et c'est le seul endroit dans la circulaire où on a osé mettre un âge gestationnel, pour ne pas être en contradiction avec les arrêts de la Cour de cassation de février 2008. Ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir ce certificat médical d'accouchement pour des IMG, hein, des interruptions provoquées de grossesse, d'indication médicale, de moins de 3 mois de la gestation. Nous travaillons sur le corps. Hein, d'accord, et pas sur l'idée d'enfanter ou bon, ni sur les issues très précoces. Hein. Et nous, il nous faut le corps matériel. Hein. Je suis désolée, mais on va parler comme ça. Alors, le certificat médical d'accouchement, vous voyez il est établi dès 15 semaines, voire même plus tôt dans les interruptions médicales de grossesse. Ce qui fait que ce n'est plus un accouchement pour nous. Mais on doit quand même le faire. On est obligé. Pour les interruptions, les issues spontanées ou provoquées de grossesse de moins de 22 semaines, qui est le seul EMS de reconnaissance d'accouchement et d'enfant, eh bien, vous voyez que dans ce décret, l'IMG du premier trimestre n'est pas évoqué, je l'ai dit. Le sexe qui conditionne le choix du prénom, il est peu identifiable. Il peut même être différent. On peut dire à la dame, eh bien voilà, vous venez d'accoucher d'un petit bébé de sexe masculin, et puis on s'aperçoit au résultat de l'autopsie 2 mois après que c'est une petite fille. La réalité physique des corps n'est pas celle d'un corps d'enfant, hein, à terme. Beaucoup de ces petits bébés de moins de 22 semaines, parce qu'ils sont malades et qu'ils sont décédés, pèsent moins de 500 grammes et mesurent moins de 10 cm. Et aucune vie extra-utérine, bien sûr, n'est possible à ces termes, ce qui est différent de 22 semaines et au-delà. Donc, médecins et sages-femmes, ils établissent des faux certificats d'accouchement pour des fausses couches, voire même pour des issues très précoces de grossesse. On doit inscrire dans le dossier médical le motif de non-établissement de ce certificat médical. Tout est fait pour qu'on l'établisse. Hein, et on doit informer les parents que pour obtenir l'acte d'enfance en vie à l'état civil d'essai de la mairie, eh bien c'est une démarche qui, de leur part, doit être volontaire, non obligatoire et sans délai. Ils peuvent le faire 10 ans après s'ils le veulent. Hein, avec une rétroactivité jusqu'en 1993. Donc le statut à l'état civil d'un enfant mort-né dépend maintenant de la volonté de ses parents et non plus de critères définis par la société civile. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est compliqué pour nous, en tout cas, pour nous et pour les parents. Il est indépendant de la durée de la grossesse et donc du degré de développement fœtal. Et donc ainsi, un enfant mort-né à terme pourra ne pas être déclaré à l'état civil, puisque ses parents ne le souhaitent pas, et ne le veulent pas, donc pas inscrits dans le livret de famille, etc., etc. Par contre, un fœtus né à un peu plus de 3 mois de gestation, voire moins en cas d'IMG, pourra l'être, et être inscrit dans le livret de famille, et patati et patata. Donc la réalité juridique est différente de la réalité médicale. L'enfant déclaré sans vie à l'état civil n'est pas une personne, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas une personne, donc il est toujours une chose. Hein. En fait, en réalité, c'est un enfant qui est mort sans jamais être né, donc c'est un organe de la mère. Je dois l'exprimer comme ça. Il n'a pas droit à la filiation, donc il ne sera jamais issu d'eux et d'eux. C'est une femme qui aura accouché de lui, hein, et il n'a pas de nom de famille. Mais il peut figurer sur le livret de famille si les parents le souhaitent, et ses funérailles sont possibles, mais non obligatoires, puisque ce n'est pas une personne. Mais qu'il a un acte de décès, qu'il peut avoir un acte de décès. Très compliqué. Alors, déclarer ou non à l'état civil. Les droits sociaux, on se fiche de la déclaration à l'état civil. Les droits sociaux restent fondés sur la réalité physique. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on a affaire à un enfant, mort ou vivant, mais un enfant viable, le droit ne s'embête pas qu'il soit né mort ou né vivant, il est viable puisqu'il a atteint le seuil de viabilité de 4 mois et demi et 500 grammes, eh bien ce sont les droits de la parentalité pour les parents. Congé maternité, tout ça, vous le voyez énoncé. S'il est né mort à moins de 22 semaines et moins de 500 grammes, ce sont les droits de la maladie.
Donc, une femme qui n'a pas déclaré son enfant mort-né à terme bénéficiera de son congé de maternité. Elle sera donc une mère pour le droit social, mais elle ne sera pas mère pour le droit civil. A contrario, une femme qui a accouché et qui a déclaré son petit bébé, qui a accouché à moins de 22 semaines d'aménorrhée, eh bien, elle sera une mère pour le droit civil, mais elle sera une femme qui a fait une fausse couche pour le droit social. Et il faut qu'on explique tout ça aux gens, en plus de leur deuil qui vient de se faire, et etc., etc. Parce qu'on est obligé. Les définitions d'un accouchement, d'une naissance et d'un enfant sont donc différentes selon les destinataires. Ils sont différentes pour l'état civil, de la sécurité sociale, la CAF, l'épidémiologie et l'activité médicale. Il y a donc une perte des repères pour les soignants, une confusion entre les registres juridiques, affectifs. Et donc, si c'est déjà confus pour nous, on peut penser de ce que ça est pour les parents. Là, je vais aller très vite également. Acte de naissance, il y a obligation à tout ce qui est décliné ensuite, et j'attirerai simplement sur une partie qui n'a pas été traitée parce qu'elle n'avait pas à l'être dans les interventions précédentes et qui ne sera pas probablement dans les suivantes, c'est-à-dire l'autopsie. On a beaucoup d'autopsies pour les tout-petits, alors qu'on n'en a pratiquement plus maintenant, plus beaucoup en tout cas. Ce n'est pas des autopsies médico-légales, ce sont des autopsies en visant à rechercher les causes du décès. Donc on ne va pas aller scientifique, ce n'est pas du tout pareil. Et c'est même pas l'autorisation, j'aurais dû dire le consentement. Il nous faut le consentement des deux parents pour l'autopsie, si c'est un enfant qui a eu un acte de naissance et qui est mort après avec acte de décès. Le reste, voilà, on est obligé de créer un livret de famille si les parents ne sont pas mariés. Et il y a obligation, bien sûr, aux funérailles. C'est une personne au sens juridique du terme, on l'a bien vu tout à l'heure. Si c'est un acte d'enfant sans vie, eh bien, il n'y a plus aucune obligation, sauf en ce qui concerne l'autopsie. Et vous remarquez bien que là, l'autopsie, on a besoin du consentement de la mère seule. On n'a pas besoin du consentement du père. Alors on verra, enfin on ne le verra peut-être pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais on peut atténuer cette chose-là dans notre accompagnement. Ce qui n'est pas obligatoire peut être quand même demandé. Et on peut quand même apposer la signature, ce n'est pas interdit. Mais il n'empêche que légalement, ce n'est pas exigible. On peut maintenant inscrire ce petit mort-né sur son livret de famille, si les parents le souhaitent, et on peut organiser des funérailles. Je rappelle que l'acte d'enfant sans vie, on peut l'avoir entre 15 semaines et le terme, à peu près à l'heure actuelle, si les parents le demandent. Pas d'acte d'état civil, ça peut concerner également des morts-nés à terme, si les parents ne le souhaitent pas. Eh bien, il n'y a pas de filiation, pas de nom de famille, aucun droit positif, sauf le consentement écrit de la mère s'il y a une autopsie. Alors, les précédents, avec acte ou sans acte, les enfants nés sans vie, eh bien, les funérailles individuelles sont quand même tout le temps possibles, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, il a fallu prévoir des choses. Que faire de ces corps qu'on avait, qui sont de tout petits à plus grands. Alors, il y a des particularités. En cas d'autopsie, d'examen fœtopathologique, on s'exprime comme ça en médecine périnatale, le délai de prise en charge du corps d'un enfant mort-né, avec ou sans certificat d'accouchement, donc avec ou sans possibilité d'avoir un acte d'enfant sans vie, il est prorogé de 4 semaines. C'est-à-dire que dans la réglementation de 2006, suite à la canicule et au fœtus de Saint-Vincent-de-Paul de 2005, eh bien, il a été dit que quand on trouvait des corps dans les chambres mortuaires, on avait 10 jours pour se retourner, faire appel à la famille, trouver la famille, et après, on pourvoyait aux funérailles de manière individuelle à ces personnes. Bon, eh bien, il est marqué que pour les enfants pouvant être déclarés sans vie, c'est-à-dire ceux qui ont un CMA, ce délai de 10 jours de laisser en chambre mortuaire, il est prorogé de 4 semaines pour l'examen fœtopathologique. Or, pour les petits-enfants nés vivants puis décédés, il n'est pas prorogé de 4 semaines. C'est quand même curieux, ça. Donc, nous avons interrogé nos fœtopathes, ça c'est dans l'accompagnement, en leur disant comment se fait-il, ça voudrait dire que si vous avez encore besoin du corps de ce petit bébé pendant 4 semaines avant de pouvoir le laisser partir pour des funérailles ou individuelles ou collectives, on verra après, ça veut dire que pour les enfants nés vivants puis décédés, avec acte de naissance et acte de décès, vos autopsies ne sont plus aussi efficaces. Elles ne rendent pas autant de résultats. Et quand on travaille comme ça, eh bien chez nous, ils nous ont dit, non, on n'en a plus besoin. Donc, on n'utilise pas ce délai de 4 semaines en plus.
Voilà, alors en matière d'autopsie, de funérailles ou de devenir du corps, je réponds au plein milieu de l'exposé. Oui. Eh bien, le corps d'un nouveau-né décédé appartient à ses deux parents s'il est né vivant. Je fais des raccourcis. Hein. Et il appartient à sa seule mère s'il est né mort. Alors, le corps d'un enfant né mort, qui est non repris par sa famille, eh bien, il reste à l'hôpital et il appartient à l'hôpital. Donc, on a beaucoup de possesseurs ou de propriétaires. Le corps des fœtus décédés non repris individuellement par les familles ou l'hôpital sont assimilables à des pièces anatomiques aisément identifiables par un non spécialiste et destinés à l'abandon. Alors les textes sont mal dits, mais ce qu'on en fait maintenant est quelque chose de très beau. Leur devenir est celui, j'ai mis, d'une incinération collective en crématorium. Quand je m'exprime auprès des familles, j'utilise le mot crémation, même si ce n'est pas des personnes. Je crois qu'on a le droit et le devoir éthique. Et en tout cas, dans le texte réglementaire, c'est pire que ça. Il est vraiment pas... Ce qu'il y a de beau, c'est que c'est mis en crématorium, mais c'est l'établissement qui les produit doit pourvoir à leur élimination dans les meilleures conditions. Voilà ce qui est écrit. Hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, il ne faut pas laisser dire à l'heure actuelle, parce que ça c'est faux depuis 1995, ce ne sont pas des déchets hospitaliers. Et je l'entends encore, je l'ai entendu encore la semaine dernière. Ce ne sont plus des déchets hospitaliers. Donc, on a tellement travaillé là-dessus, je crois que ce n'est pas la peine de nous faire plus de mal que ce qu'il y en a déjà. Alors, le devenir des corps, j'ai tout rassemblé. Ce que permet, c'est un petit peu faux, mais il faut bien hein, pour présenter les choses, c'est un petit peu faux. Donc, les funérailles, c'est inhumation ou crémation, bah oui, parce qu'on est forcé quand on simplifie d'être pas tout à fait exact. C'est la prise en charge de la famille et de la commune, mais dans le code des communes, enfin dans le CGCT, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a laissé un point-virgule dans la réglementation, c'est-à-dire que la commune peut aider financièrement les familles en difficulté. Et bien sûr, elle ne peut pas les aider autrement que financièrement. Donc même pour les enfants qui ont eu un acte de naissance et un acte de décès, si l'hôpital se met en accord avec la commune, on peut pourvoir aux funérailles de ces tout-petits d'une manière entièrement, en tout cas gratuite, si la commune et l'hôpital en veulent politiquement l'organiser, veulent politiquement l'organiser. Alors CMA, c'est-à-dire l'acte sans vie est possible, vous voyez, on retrouve le délai des 10 jours, hein, qui est, plus le domaine des 4 semaines, plus le délai de 4 semaines s'il y a une autopsie, et au-delà de ce décès, entre acte de naissance et acte de décès, j'aurais dû mettre 6 jours ouvrables, hein, ce qui a été dit tout à l'heure. Et voilà, ça devient une pièce anatomique et qui doit faire l'objet d'une incinération collective en crématorium. Les autres pièces anatomiques que nous avons dans nos chambres mortuaires et dans les chambres mortuaires des hôpitaux, ce sont les membres. Les autres, il n'y a plus rien qui peut être diagnostiqué comme pièce anatomique d'origine humaine par un non spécialiste. Hein. On n'a que nos membres, les oreilles de temps en temps, et bien sûr, le reste de la personne est vivante, hein, parce que sinon, ce n'est plus des pièces anatomiques, ce sont des corps de personnes décédées. Voilà. Dans tous les cas, quel que soit le mode de dévolution du corps, quelle que soit la gestationnelle et ou le poids de l'enfant, on doit assurer la traçabilité du corps. C'est une réglementation importante de 2006 et on doit apporter respect et dignité de sa prise en charge. Alors un nota bene qui vaut quand même sa réalité, c'est qu'il n'y a pas de cendre humaine en cas de crémation d'enfants âgés de moins de 1 an, puisque les os ne sont pas minéralisés. Il n'y a pas de calcie. Alors quand on s'arrange pour faire tourner le four à moins haute température et moins longtemps, on récupère une petite cuillerée à café de cendres en allant les chercher. Il n'y a pas de passage par le broyeur. Il y a pas... Alors, il faut imaginer toutes les personnes qui sont en deçà de ça, c'est-à-dire les agents des chambres mortuaires qui passent d'un tout petit bébé comme ça à une personne adulte qui a vécu toute une grande vie, et les professionnels du crématorium qui passent de crémation et puis qui... Bon, voilà. Puis qui après, ou qui dans le temps remettaient des urnes vides ou avec remplies de je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Alors, nos démarches d'accompagnement au milieu de tout ce fatras qu'il nous faut respecter. Et je ne vous parle pas des interruptions médicales de grossesse et puis des arrêts de vie qui sont encore très compliqués à gérer. Je parle que du corps. Eh bien, on doit informer les familles avant même l'accouchement, avant même l'hospitalisation de tas de choses qui sont écrites là. Et on va proposer aussi à ces familles de faire tout le travail qui est fait habituellement peut-être dans les chambres funéraires ou avec les professionnels du funéraire, c'est-à-dire rencontrer le corps et le vêtir parce qu'on ne pourra plus après. Et puis que la famille, n'oubliez pas que la famille l'a pas du tout vu en sortant, la famille l'a pas du tout vu réellement, puisqu'il était dans le ventre de sa maman, ou au mieux l'a vu que quelques instants.
Et après, il est parti tout de suite dans le circuit. Donc, on va constituer des traces, auto-empreintes. Il y a le problème de l'autopsie. On doit expliquer ce qu'est une autopsie, ce qui n'est pas commode. Donc, il faut créer des sites, des lieux multiculturels, comme on appelle. Alors là, je vous préviens, on va voir quelques photos d'enfants. Ce n'est pas la peine de parler du corps sans en montrer. Hein, ça, c'est mon principe. Alors voilà des présentations d'enfants. Donc c'est réalisé souvent par les soignants qui sont disponibles ou les agents de la chambre mortuaire. Bien sûr, les parents sont au courant que je passe ces photos en formation. Elles sont difficiles, voire impossibles au terme précoce. Moi, je me souviens d'un papa qui a jeté en l'air, mais il avait vu son enfant sur l'écran d'écho. Et quand il est arrivé, son enfant, il faisait ça. Il a dit, moi, je ne suis pas père de cet enfant-là. Hein, donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et elles sont soumises, bien sûr, au relationnel. Alors, j'ai mis appréciation médicale parce que je ne trouvais pas d'autres mots. Et puis que ce n'était pas un moment où j'avais de l'aspiration. Mais vous comprenez bien que c'est une relation qui se noue entre les gens. Alors, bien sûr, on n'a pas mis... c'est pas la peine d'éteindre parce que le petit bébé qui n'est pas habillé, ben, c'est très difficile à voir, moi qui ai toute la lumière, quand il n'est pas habillé. Mais vous voyez bien que c'est... Là, celui-là, il est grand. Non, il fait 22 semaines, ça fait 20 cm. C'est la moitié de la grossesse, ça. Hein, d'accord. Non, parce que sinon, les plus petits, on ne les habille pas. Hein, c'est pas le carnaval, d'accord. Donc, on ne peut pas les habiller avec des poupées Barbie. Je veux dire, il faut être décent, quoi. Moi, je trouve que ce serait indécent de les habiller. Pour moi, ça l'est, en tout cas. Moi, je me suis refusée. Donc, les vêtir n'a pas de sens quand ils sont trop petits. Hein. Alors, vous voyez, celui de gauche, oui, c'est ça pour vous, il est tout petit. Hein. Et encore, je vous ai montré un grand parmi les petits. Mais il faut savoir que ceux-là, on les met dans des cercueils quand les parents l'ont voulu. C'est compliqué. Alors, on réalise aussi des traces, des empreintes, etc. Alors là, j'ai mis un cache, c'est fait exprès. Hein, parce qu'il était compliqué à vivre, à regarder cet enfant-là. On n'a même pas pu le présenter à ses parents. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait exister en restaurant une image. Si vous regardez à droite, l'image a été restaurée. On a travaillé sur cliché numérique et on a tout fait sur cliché numérique avec l'autorisation des parents parce que le corps de ce petit leur appartient à eux. Alors, tout cela, l'aide aux déclarations et aux démarches administratives, elle se fait par l'agent administratif de l'hôpital. On informe des droits sociaux. Bref, on aide au choix des funérailles. Oui, je vais me dépêcher parce que j'ai commencé plus tard. Voilà. Alors, voilà ce qu'on fait au CHU. En gros, pour aller vite, on n'utilise pas le délai des 4 semaines, comme je vous l'ai dit. Les funérailles individuelles sont toujours possibles par la famille. Et puis, par la mairie de Lille, le CHRU, on a une inhumation en terrain commun, en terrain commun, que Pierre a bien expliqué tout à l'heure. Alors, ça peut se faire en pleine terre ou ça peut se faire en caveau, parce que souvent, les parents reviennent et puis ils disent, bon, on veut l'exhumer, on veut le mettre ailleurs. N'oubliez pas que ça peut concerner aussi des morts-nés à terme. On est dans les deux extrémités. Et il y a crémation collective pour les autres, avec Lille Métropole Communauté Urbaine qui nous a fait. Alors la chambre, voilà le lieu multiculturel, tout ça pour vous montrer. Alors là, après, ça s'en va au Carré des Ganges ou dans celui de la ville du domicile parental. Donc à gauche, c'est quand le corps est laissé à l'hôpital et que les parents veulent une inhumation. À droite, c'est les familles qui prennent en charge. Voilà comment c'était avant, c'est-à-dire que ça c'est pris au CHRU de Lille, avant 95. Donc dans chaque petit paquet de papier craft et dans le petit wagonnet, c'est des corps de petits bébés. Donc ça c'est interdit maintenant, d'accord ? Bon. Donc on en a assez sué pour le faire changer. Donc il ne faut plus dire qu'ils sont des déchets hospitaliers. Grâce à un travail collaboratif du CHRU de Lille, de la Lille Métropole Communauté Urbaine et de l'association de Tout Petit, eh bien, on a obtenu maintenant, tout en respectant la législation, de mettre ces petits, quand ils étaient abandonnés, enfin confiés à l'hôpital, si on veut parler plus proprement, eh bien, on les met dans des linceuls individualisés. Ça, c'est ce qui se passe avant la crémation, et que je montre, et que je peux montrer aux parents s'ils me le demandent. Et on les met dans un espèce de grand cercueil, un contenant en tout cas, qui est là, que vous trouvez. Alors généralement, on l'accompagne, comme c'est marqué tout en dessous, par des objets remis par les proches. Bien, nous allons enchaîner, évidemment, l'émotion est forte, et on le comprend bien. Et
Parler avec des professionnels du funéraire, c'est une forme d'émotion aussi, d'une certaine façon, pour ceux qui viennent nous rencontrer. C'est rarement un choix. En préambule, donc, nous allons nous limiter dans cet entretien à la partie professionnelle, à ce qui est notre quotidien en quelque sorte, pour essayer de mieux vous le faire comprendre, et tout ça en tenant compte de la question du jour, bien sûr. Il faut comprendre que notre rôle est un petit peu un rôle d'amortisseur d'une certaine façon. Nous sommes à la fois les passeurs et les amortisseurs entre le passionnel et la raison, puisque les deux existent quand on est confronté à un décès. En tout cas, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'en aucun cas, bien sûr, le corps du défunt appartient à l'opérateur funéraire. Le corps du défunt nous est confié. Et notre question est en quelque sorte de savoir qui est le propriétaire, pas au sens où on peut l'entendre habituellement, mais en tout cas qui est celui qui a le pouvoir d'organiser les obsèques. C'est la question que nous nous posons, nous professionnels, chaque fois qu'on rencontre une famille. Donc si on s'attache à considérer d'abord ce qui est le cas de figure le plus courant, mais nous verrons au cours de nos interventions qu'il y a de nombreuses situations possibles, la personne en charge de l'organisation des obsèques confie à l'opérateur funéraire de son choix le corps du défunt. Et j'évite volontairement d'utiliser l'expression « leur défunt », puisque c'est justement la question à laquelle nous allons tenter de répondre, au moins pour ce qui concerne notre partie. Et nous allons voir que ce n'est pas toujours aussi simple de savoir à qui appartient le corps, en fait, avec notre regard de professionnel. Lorsque le donneur d'ordre légitime est identifié, le professionnel du funéraire doit, avant d'entreprendre toute action, doit écouter attentivement afin d'abord de circonscrire les demandes, qui sont parfois multiples, confuses, pas forcément clairement exprimées. Écouter attentivement afin de comprendre le projet global et les souhaits particuliers qui idéalement correspondent aux volontés du défunt. Mais déjà à ce stade, si aucune disposition écrite existe et sans consigne ni volonté connue formulée par le défunt, nous voyons bien que c'est uniquement la parole du donneur d'ordre qui déterminera et finalement imposera l'ensemble des prestations retenues. Dès ce premier constat, nous touchons du doigt toute la difficulté et les paradoxes de cette situation qui constitue en fait notre quotidien dans nos rapports avec les familles. Donc je laisse Jean-Christophe qui va vous parler, on a fait un petit plan, qui va d'abord vous parler du transport sans cercueil, et puis ensuite nous parlerons de la chambre funéraire, de l'organisation et de l'hommage, pour terminer brièvement en parlant des contrats obsèques, mais ce n'est pas l'objet du jour, donc ce ne sera qu'un condensé. À toi, Jean-Christophe. Merci. Donc, à qui appartient le corps ? Pour nous, professionnels du funéraire, la question se pose immédiatement. Toutefois, plutôt que de parler d'appartenance ou de possession du corps, nous allons avant tout essayer de chercher à savoir qui a le pouvoir sur le corps. Et la réglementation précise ne parle pas forcément de famille, mais bien de personnes qui a pouvoir pour pourvoir aux funérailles. Et donc cette personne qui a le pouvoir sera évidemment notre interlocuteur privilégié. Avant d'aller plus loin, juste un petit rappel, jusque dans les années 70, l'opérateur funéraire n'avait qu'un rôle assez basique et n'était pas forcément toujours très bien identifié. Dans les grandes villes, évidemment, les régies municipales ou les délégataires des services funéraires assuraient la vente du cercueil, le transport jusqu'à l'église, puis jusqu'au cimetière, et les fossoyeurs, qui étaient souvent les fossoyeurs communaux, assuraient donc les travaux de cimetière. En campagne, à l'occasion d'un décès, la famille appelait en premier le curé,
une infirmière pour la toilette, pour l'habillement du défunt. On organisait la veillée. Et puis on prenait contact avec le menuisier du village pour la fabrication du cercueil, on prenait contact avec le maçon pour la construction du caveau ou les travaux de cimetière, et puis quelques retraités de la commune assuraient le portage du cercueil. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé, la réglementation évidemment a changé, a évolué, la suppression du monopole, la libération également aussi du marché, ont permis à un grand nombre d'entreprises de se développer. Les attentes également et les besoins des familles ont beaucoup évolué, et de fait, l'offre de services des opérateurs funéraires a progressé. Les pompes funèbres sont devenues marbriers, sont devenues fleuristes, ont ouvert des chambres funéraires, et il y a de moins en moins de veillées à domicile. Les marbriers ont fait de la pompe funèbre, et aujourd'hui, une grande majorité d'opérateurs funéraires sont en capacité de proposer aux familles la totalité des prestations nécessaires à l'organisation des obsèques. De ce fait, 50 ans en arrière, l'opérateur funéraire intervenait de façon simplement technique dans la fourniture du cercueil, du corbillard, des travaux de cimetière, et n'était pas forcément au centre du dispositif. Alors qu'aujourd'hui, ce même opérateur est devenu l'élément incontournable et intervient en seconde position, juste après le médecin, dans la prise en charge du défunt. Cette prise en charge, qui est de plus en plus précoce, s'accompagne également d'un accroissement de l'offre de services. Aujourd'hui, on parle de transport de corps avant mise en bière, on parle d'admission en chambre funéraire, de soins de présentation, que nous évoquera Michel, d'organisation de cérémonies personnalisées, de crémation, et nous allons même jusqu'à de l'aide psychologique et de l'accompagnement dans les démarches post-obsèques. Et du coup, comme je l'ai dit précédemment, l'opérateur funéraire doit très rapidement identifier la personne qui a le pouvoir sur le corps avant d'entreprendre la moindre démarche. Et en tout premier lieu, celui qui a le pouvoir sur le corps, c'est le médecin. C'est le médecin car aujourd'hui, seul un médecin a le pouvoir de faire passer un individu, du moins d'un point de vue administratif, de vie à trépas. C'est son action qui va être le préalable à toute opération. Et ce pouvoir, il est important car le médecin va décider, en fonction des constatations qu'il va pouvoir effectuer, de transmettre son pouvoir sur le corps, soit directement à la famille, soit éventuellement au procureur de la République, en cas de doute sur les circonstances du décès. Et en effet, en cas d'obstacle médico-légal, seul le procureur aura, lui, le pouvoir de décision sur les opérations de prise en charge du corps. Et il devient alors notre interlocuteur, notre donneur d'ordre, notamment dans le cadre de réquisition pour un transport vers un institut médico-légal en vue éventuellement d'une autopsie. Et au vu du déroulement de son enquête, le procureur pourra ensuite rendre son pouvoir de décision à la famille. Il va rendre le corps à la famille, c'est une expression que l'on entend encore régulièrement. Alors pour ce qui concerne le transport de corps sans cercueil, qui est souvent une des premières étapes de l'organisation des obsèques. Le médecin décide, après examen, que l'individu qui se trouve face à lui est bien mort, que la mort est réelle et constante. Il établit le certificat de décès, qui est le document essentiel pour nous à toute opération. Dans le cas où notre médecin aurait des doutes quant aux causes du décès, c'est le procureur, comme je l'ai dit, au travers de la police ou de la gendarmerie, qui va prendre la main. À l'issue de sa procédure, quand il aura rendu le corps à la famille, et ce qui est quand même bien sûr la majorité des cas, il n'y a pas évidemment enquête à chaque décès, la famille va alors pouvoir avoir plusieurs choix. Si le corps est dans un établissement de santé qui possède une chambre mortuaire, la famille pourra choisir de laisser ce corps dans la chambre mortuaire,
pourra choisir de le faire transporter dans une chambre funéraire, la distinction entre les deux, la chambre mortuaire étant dans un établissement de santé, la chambre funéraire étant appartenant à un opérateur funéraire. Mais pourra également aussi décider de ramener le corps à domicile, ce qui se fait de moins en moins souvent, mais qui est toujours possible et que l'on rencontre encore. Pour toutes ces opérations, notre interlocuteur sera la famille. Toutefois, elle n'a pas encore tous les pouvoirs, cette famille, puisque ce transport ne pourra se faire qu'après l'accord du médecin qui a constaté le décès et ne pourra se faire qu'après l'accord du chef d'établissement dans lequel se trouve le corps. Donc, encore une fois, la famille n'a pas récupéré encore la totalité des pouvoirs sur le corps. Si le corps se trouve dans un établissement qui ne possède pas de chambre mortuaire, elle pourra également faire transporter le corps dans une chambre funéraire ou la faire rapatrier au domicile, mais encore une fois, toujours avec l'accord du médecin et du chef d'établissement. Et éventuellement, ce pouvoir de transport pourra même lui être momentanément retiré, puisque la réglementation prévoit que le chef d'établissement peut se substituer à la famille si s'il peut justifier qu'un délai de 10 heures ne lui a pas permis de prendre contact justement avec la famille. Et c'est le chef d'établissement qui fera lui-même transférer le corps vers une chambre funéraire. Enfin, si le corps se trouve sur la voie publique, de fait, c'est le maire qui est responsable dans sa commune et qui, au regard de ses pouvoirs de police, se substituera à la famille pour faire transporter le corps. Et bien souvent, il le fait par l'intermédiaire des forces de l'ordre, police ou gendarmerie, et auquel cas une réquisition est adressée à l'opérateur pour effectuer le transfert. Et enfin, si le corps se trouve au domicile, la plupart du temps, c'est la famille, du coup, directement, qui interpellera l'opérateur funéraire pour un transfert dans une chambre funéraire ou éventuellement laisser le corps à domicile. Du coup, tout à l'heure, je parlais de famille, au sens large, on l'a déjà évoqué, les précédents interlocuteurs l'ont déjà évoqué. C'est la personne qui a pouvoir pour pourvoir aux funérailles. Et si on veut essayer de l'identifier, ce qui pour nous est capital, c'est également d'une complexité sans nom. La famille, évidemment, peut aller de l'époux, l'épouse, les enfants, petits-enfants, enfin la famille au sens où on l'entend, mais nous avons également aussi affaire à des personnes plus éloignées, comme des voisins, lorsqu'il n'y a pas d'autres familles, des amis, des proches, et éventuellement le maire, qui pourra lui-même se substituer en cas d'absence totale de la famille. Le tout pour nous étant d'essayer de trouver rapidement celui ou celle, en tout cas, qui connaît au mieux les volontés du défunt. Et c'est là que les choses se compliquent, parce qu'en fait, qui connaît le mieux les volontés du défunt? Est-ce que c'est son épouse, qui n'a peut-être d'épouse que le statut administratif, ou sa maîtresse qui vit avec lui depuis 10 ans? La question parfois se pose à nous. Ou plus. Qui connaît mieux les volontés du défunt? C'est la petite nièce qui l'a accompagné dans la maladie jusqu'à son dernier souffle, ou c'est son fils qui ne l'a pas revu depuis 20 ans et qui, après s'être fâché avec lui, est parti. Et pour nous, la question, elle se pose régulièrement et à chaque instant. Alors du coup, voyons un petit peu la suite du déroulement des obsèques, et voyons ce qui se passe quand la famille ou la force publique nous a confié le corps du défunt et que nous l'avons transféré dans une chambre funéraire. Michel. Alors. Oui, la chambre funéraire aujourd'hui est entrée dans le précaré des opérateurs funéraires et c'est un passage qui se généralise, mais c'est surtout un moment très important pour les familles, puisqu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, pour bien comprendre, la chambre funéraire aujourd'hui se substitue pour tout ou partie à ce qu'on appelait jadis la morgue hospitalière, ou qu'on appelle aujourd'hui la chambre mortuaire. Et c'est vrai qu'il y a, au fil des années, un transfert qui se fait au profit des chambres funéraires où on peut
organiser plus facilement son temps de recueillement, ses visites, avec des horaires qui sont complètement libres et qui, pour les familles, sont beaucoup plus pratiques. Voilà. Voilà la différence entre chambre mortuaire et chambre hospitalière. Il y a 30 ans, la majorité des Français, comme on vient de l'entendre, mouraient à domicile et tout se passait à domicile. C'est un peu la communauté du village ou de la ville ou du quartier qui s'organisait, souvent bénévolement, pour accompagner la famille, et les associations cultuelles jouaient un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui, étaient beaucoup plus proches et accompagnaient en fait dans cette étape du deuil, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour la plupart des régions de France. Désormais, cet épisode donc est dévolu à l'opérateur funéraire. La charge lui est, en fonction des circonstances, soit confiée directement par la personne qui a le pouvoir de pourvoir aux funérailles, c'est-à-dire classiquement la famille, ou par le défunt lui-même, par des volontés exprimées de son vivant, par le biais d'un contrat obsèque par exemple. Elle peut être déléguée aussi, je crois qu'on l'a évoqué, par un organisme type tutelle ou réquisition, ou le maire de la commune par exemple. Elle peut être transférée par un confrère qui n'a pas d'équipement, ou par un confrère éloigné géographiquement qui nous demande d'accueillir un corps dans notre chambre funéraire. Voilà un peu les cas de figure qui peuvent se présenter. Ces pratiques récentes, évidemment, ont changé la responsabilité, ont créé des responsabilités nouvelles pour les opérateurs funéraires. Mais pour autant, nous sommes toujours dans la notion de corps confié. À aucun moment on ne s'approprie évidemment le corps qui séjourne dans une chambre funéraire. Et sans vouloir choquer par des mots provocants, on peut pratiquement parler de corps confié comme on dirait objet confié. On a une responsabilité particulière. Les proches du défunt, peu importe s'ils sont propriétaires du corps administrativement ou juridiquement, se considèrent comme tels sentimentalement, affectivement. Et bien évidemment, dans une telle situation d'émotion, ils n'imaginent pas confier un être cher à quelqu'un à qui ils ne feraient pas confiance. D'où cette responsabilité particulière de l'opérateur funéraire. Pour illustrer les bons comportements qui peut-être permettent d'acquérir cette confiance, puisqu'elle ne se décrète pas, elle se mérite au cas par cas, je crois que justement il ne faut pas se comporter en propriétaire du corps, mais bien en dépositaire, avec tout le respect que cela incombe. Et je crois que c'est l'une des tâches à la fois nobles et quotidiennes des opérateurs funéraires, c'est justement de répondre à cette demande et d'être en équilibre à la fois avec le besoin affectif qu'expriment les familles, qu'expriment ou n'expriment pas d'ailleurs, parce que chacun est différent et tout le monde ne s'exprime pas facilement dans ces moments-là. Et puis les contraintes législatives aussi, puisqu'elles sont nombreuses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous imaginez bien qu'une chambre funéraire est entourée d'un certain nombre d'obligations et que l'opérateur funéraire doit bien entendu les respecter scrupuleusement. Dans le cadre, on ne peut pas imaginer non plus un séjour en chambre funéraire sans parler des soins de ce qu'on appelle la présentation du corps, les soins de présentation du corps. Et là, on peut distinguer essentiellement deux actions qu'il ne faut pas confondre, qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y a ce qu'on appelle la toilette funéraire, ou ce qu'on appelle aussi les soins de thanatopraxie, et je crois qu'il faut bien distinguer les deux choses. Ce sont deux actions différentes. L'objet de ce colloque n'est pas d'en parler plus dans le détail, mais il faut bien retenir qu'entre une toilette et un soin de thanatopraxie, ce sont vraiment deux actions différentes. Et le point commun de ces actions, c'est peut-être de dire qu'elles doivent se faire dans la dignité et le respect du défunt, bien entendu,
Je crois que ça, c'est la chose essentielle et qu'on ne peut pas imaginer le faire sans avoir à l'esprit cette confiance que nous fait la famille en nous confiant en fait la préparation d'un proche décédé. Historiquement, cette action se faisait souvent dans les hôpitaux. Bon, les choses ont changé aujourd'hui, donc c'est revenu là aussi dans le précaré des opérateurs funéraires. Le but de la préparation d'un corps, je crois que c'est, vous l'avez compris de toute façon, c'est de rendre plus supportable à la famille la dernière image du défunt. C'est important pour la mémoire. Voilà, on pourra répondre après à des questions. Donc je pense que tu peux nous parler... Un petit mot sur l'organisation de Oui. l'hommage. Encore une fois, quelques années en arrière, les conflits familiaux, parce qu'il y en a toujours eu, et il y en a toujours, et il y en aura vraisemblablement toujours, naissaient souvent devant le notaire, et notamment au moment de l'ouverture du testament. Et en fait, aujourd'hui, cette pratique s'est un petit peu perdue. Ou du moins, l'ouverture du testament peut se faire un petit peu plus tard, et du moins au-delà de l'organisation des obsèques. Ce qui fait que c'est finalement de plus en plus dans nos bureaux, devant l'opérateur funéraire, que les choses déjà commencent un petit peu à se gâter quand elles doivent se gâter. Et pour toutes les opérations qu'on vient de voir, l'organisation de l'hommage, du coup, peut prendre un caractère justement très compliqué. Alors au-delà de savoir qui décide, justement, c'est-à-dire qui a le pouvoir sur le corps, il est pour nous important de savoir en fait celui qui va pouvoir exprimer les volontés du défunt. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est vraiment pour nous ce qui est le plus important, c'est de rechercher celui qui va pouvoir exprimer au mieux ce qu'étaient et ce que sont les volontés du défunt quant à l'organisation de ses obsèques. Est-ce qu'on passe par l'église ou par un lieu de culte ou non? Est-ce que les obsèques auront un caractère strictement familial, ou au contraire, est-ce qu'il y aura beaucoup de public parce que la personne était connue ou que cette personne était une personne publique? Est-ce que l'on doit choisir un beau cercueil parce qu'après tout, il le méritait bien, il avait aussi travaillé pour ça, donc voilà, il mérite bien d'avoir un beau cercueil, ou au contraire, comme c'était quelqu'un de très simple, parce que c'est aussi quelque chose que l'on entend, pas forcément besoin de choses et de frais superflus. Du coup, celui qui détient le pouvoir sur le corps, est-ce que c'est également aussi celui qui détient le pouvoir sur le compte en banque? Et ça, c'est une question qui se pose aussi. Et c'est une question qui se pose en permanence parce que les intérêts des uns et des autres divergent. Et elles ne sont du coup pas forcément non plus, elles ne vont pas forcément non plus dans l'intérêt du défunt. Rapidement, une petite anecdote qui m'est arrivée il y a vraiment quelques semaines, un appel en pleine nuit de quelqu'un qui se présente comme la fille du défunt et qui m'annonce que son père est décédé au domicile et qu'il faut procéder au transfert du corps, chose que l'on réalise. Et puis le lendemain, cette personne se présente à l'agence, tout simplement pour organiser les obsèques. Et à l'issue, nous lui remettons un devis et elle nous dit, écoutez, nous n'avons pas d'argent, donc je vais me mettre en quête de rechercher de l'argent, et puis on vous donnera la suite des opérations. Et en fait, des amis, des proches, des voisins de cette personne sont allés à la mairie pour dire, écoutez, on a un petit souci parce que quelqu'un se présente comme étant la fille du défunt, elle ne l'est absolument pas. Elle ne l'est pas, juridiquement elle ne l'est pas, et nous on est inquiets parce que visiblement elle a déjà récupéré les cartes bancaires, les chèques, elle a déjà vu la banque, voilà. Et la mairie m'a interpellé pour me dire, écoutez, stoppez tout avec cette personne qui n'a aucun statut juridique, et il y a 2 enfants qui apparaissent sur le livret de famille, mais qui visiblement ont disparu depuis des années, personne n'en a de traces. C'est donc le maire qui va se substituer à la famille et qui va tout prendre en charge et qui organise les obsèques. Au final, cette personne a été inhumée
dans des conditions qui n'étaient peut-être pas ses volontés, de fait, puisqu'elle n'était pas connue de personne, ni de sa famille, ni de ses amis, que les enfants qui étaient la famille légitime ont été dépossédés de leur pouvoir d'organiser les obsèques, et que cette personne qui se présentait comme étant la fille a été convoquée à la gendarmerie. Voilà. Donc la difficulté pour nous d'identifier clairement la famille ou la personne qui a pour pourvoir aux funérailles est vraiment présente à chaque instant. Une autre question se pose également aussi de façon récurrente et qui concerne la crémation, parce que de nombreux obstacles persistent encore vis-à-vis de la crémation. Alors la loi a simplifié un certain nombre de notions quant à l'expression des volontés, puisqu'il n'y a plus besoin que ces volontés soient écrites de la main du défunt, mais simplement que la personne qui a pouvoir pour pourvoir aux funérailles atteste que les volontés du défunt étaient bien celles de la crémation. Donc ça a quand même effectivement simplifié les choses. Ceci dit, ça c'est la loi, et puis après il y a aussi l'interprétation de la loi. Pour ma part, récemment dans une grande ville qui est chère au sénateur Sueur, pour ne pas la nommer cette ville, une employée de mairie a refusé de me délivrer une autorisation de crémation sous prétexte que le défunt a été marié, puis divorcé, mais a eu un enfant. Et que cette fille, encore une fois, a disparu de la circulation et n'avait plus d'attache avec son père depuis des années, et personne ne pouvait savoir où elle était. Or, la personne qui me demandait de procéder à la crémation n'était autre que la mère du défunt. Et donc cet employé de mairie estimait que la mère du défunt n'avait pas, en tout cas, autorité à demander la crémation, puisque cette personne avait une fille et que, donc, soi-disant légalement, cette fille aurait dû demander la crémation. Donc évidemment, ça s'est malgré tout arrangé après force discussion, mais pour dire que malgré tout, il y a encore des barrières qui existent, et cette notion justement de qui a le pouvoir sur le corps n'est pas forcément encore clairement définie partout et par tout le monde. Et du coup, dans le cas de la crémation, Damien Dutrieux nous l'a dit tout à l'heure, la justice, par la jurisprudence, retire souvent le pouvoir de la famille quant à disposer du corps pour le faire crématiser. Et notamment lors d'un décès suspect, par exemple, lorsqu'il y a eu enquête, il n'est pas rare que le procureur délivre le permis d'inhumer, donc l'autorisation d'inhumer le corps, et interdise la crémation. Pour finir ma partie, oui, puisqu'il est temps d'aller manger, je crois, on s'en approche. Pour nous, opérateurs funéraires, notre position elle est parfois peu confortable au milieu des conflits dont nous ne connaissons pas forcément l'origine. Et nous devons malgré tout observer une parfaite neutralité. Et pourtant, nous avons aussi une relation contractuelle avec un client, puisque pour nous, il s'agit bien aussi d'un client, et que nous devons le protéger. Du coup, ça nous impose, et ça impose à nos collaborateurs d'avoir aussi une certaine connaissance de la jurisprudence pour ne pas non plus exposer nos entreprises à des poursuites judiciaires. Vous évoquiez tout à l'heure l'obligation de faire signer le document de remise des cendres et de notre obligation d'informer les familles. Ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Du coup, il existe malgré tout une formule qui consiste à organiser et à régler ses obsèques à l'avance, c'est-à-dire le contrat obsèques, et qui permet que les choses soient plus claires parce que les volontés seront clairement définies. Et là, je pense que Michel va pouvoir nous parler du contrat. Oui, on va le faire rapidement. Le but n'est pas de passer en revue tous les types de contrats existants, mais simplement de faire toucher de doigt ce qui se rapporte au sujet du jour, puisqu'il existe, on va parler essentiellement de deux grandes familles de contrats. Les premiers contrats qu'on va appeler contrats en capital sans prestation associée, et le deuxième type de contrat avec prestation associée. Donc dans le premier cas, le futur défunt, en fait, donc on est bien dans la notion de propriété du corps, puisqu'il s'occupe de son propre corps, ne choisit aucune prestation, mais convient avec son assureur ou son banquier d'un montant financier, d'un capital, en fait. Il désigne aussi un bénéficiaire de son choix, qui peut être un membre de la famille ou quelqu'un d'autre, librement un bénéficiaire.
Et ce bénéficiaire, après le décès du souscripteur, recevra le capital dont il pourra jouir absolument librement. Doit-on pour autant en déduire que le souscripteur se désintéresse des modalités de son propre enterrement? Ce n'est pas sûr. Et qu'il s'en remet, si ce n'est corps et âme, en tout cas pour le corps, à un tiers désigné, sans lui avoir donné de consignes particulières, en tout cas sans les avoir écrites dans le contrat. Et pour autant, le corps appartient-il à ce bénéficiaire financier du contrat, mais qui ne connaît pas obligatoirement les volontés du défunt? Vous voyez que c'est très compliqué. Toutes ces questions légitimes soulignent les difficultés, pour ne pas dire l'ambiguïté de certaines situations. Ça, c'est pour le contrat en capital pur et dur. Et puis, il existe un autre type de contrat avec prestations associées. Là, la philosophie est totalement différente, puisque dans ce cas de figure, c'est donc toujours le défunt lui-même qui, de son vivant, choisit les modalités détaillées de ses funérailles et leur financement, ainsi que le bénéficiaire du contrat. En général, il fait cette action en plein accord avec sa famille. Il peut aussi le faire dans le secret et choisir, définir des volontés qui n'auraient pas forcément été celles retenues par la famille, mais c'est bien son choix. Et le bénéficiaire de ce contrat peut être une entreprise de pompes funèbres. Si l'entreprise est désignée comme bénéficiaire, elle devient mandataire, de fait et par conséquent responsable du respect des volontés qui sont contractuelles. Nous voyons bien que dans cette situation, le bénéficiaire, donc l'entreprise de pompes funèbres par exemple, ne devient pas pour autant propriétaire du corps du défunt, mais plutôt un veilleur attentif en charge du respect des volontés qui ont été prédéfinies. Voilà ce qu'on peut dire pour les deux familles de contrats.